Quest, poursuite du chapitre à travers la Gaule et la France, de la Méditerranée à la Bretagne, en passant par quelques hauts lieux. Avalon et le sommeil d'Arthur en France, point d'interrogation, l'Isère et la Bourgogne. J'y ai fait allusion, on trouve un Avalon dans le Dauphiné, non loin de Saint-Maximin-sur-Isère. Il en sortit un saint célèbre, Hugues d'Avalon, nommé Hugues de Lincoln en Angleterre. Il alla en effet exercer dans la ville de Lincoln, chrétienne depuis très longtemps, comme en témoigna la venue d'un évêque au concile d'Arles en 314, en provenance de la petite cité. Hugues d'Avalon ou de Lincoln fut, après avoir quitté le monastère de la Grande Chartreuse, le précepteur de Richard Cœur de Lion, au temps de la plus grande production arthurienne, sous le règne des Plantagenets, au XIIe siècle. Il est probable que Hugues d'Avalon inspira parmi d'autres sources le personnage de Merlin, conseiller du roi Arthur, comme le saint dauphinois conseilla Richard Cœur de Lion. Étrange rencontre des temps et des êtres. C'était au moment où on découvrait, entre guillemets, la tombe d'Arthur et de Guenièvre, après un incendie de l'abbaye de Glastonbury, associé ensuite à Avalon. On ne retrouva jamais les corps du couple royal, Arthur et Guenièvre, leurs squelettes, bien qu'on ait raconté que le squelette de l'homme mesurait 2,40 m. Les Plantagenets, seigneurs d'origine franque, espéraient sans doute ainsi signifier aux Celtes que le roi était bien mort et enterré, et qu'il était temps de passer à autre chose. C'était l'époque aussi des prophéties de Merlin, qui galvanisaient le pays de Galles, toujours irrésolu à accepter un pouvoir étranger. Mais il y a un autre Avalon, en Bourgogne, et selon la chercheuse américaine Marilyn Floyd, c'est là, sur le territoire des Burgondes qui s'allièrent à Rome, que le corps blessé de Riotamus, chef de guerre brito-romain, aurait été transporté après sa défaite contre les Wisigoths d'Euric en 469. L'Avalon bourguignonne est proche de Vézelay, qui se dispute les reliques de Marie-Madeleine avec Saint-Maximin la Sainte-Baume, comme si Arthur dormait aux côtés de Marie-Madeleine, dans l'espérance du retour d'un roi christique amoureux uni à son éternel féminin. Il n'est pas possible dans ce petit livre qui est le nôtre d'énumérer toutes les confluences qui suivent cette ligne Apollon-Saint-Michel entre Terre Sainte, Provence, centre de la France et terre celte. Mais les voyageurs qui viennent rencontrer ces lieux chaque année ne s'y trompent pas. Ils viennent chercher à retrouver la mémoire de quelque chose d'important. Et même si tout cela n'était qu'une allégorie, elle raconterait l'histoire de nos âmes. Donc je renvoie ceux qui veulent en savoir plus sur toutes ces histoires de la Provence à la Bretagne au tome 1 de ma recherche, Les routes des Indes et les milieux du monde, toujours aux éditions Brumerge. Arthur ou Machiavel. Le personnage à l'origine d'Arthur est décrit par certains historiens modernes comme un dux bellorum, un chef de guerre brito-romain, c'est-à-dire en partie breton anglais et en partie romain. Rome avait abandonné l'île de Bretagne en 410 pour protéger ses frontières continentales. Mais elle appelait encore à son secours, si nécessaire, des généraux. Riotamus était l'un d'eux, bien que son nom puisse simplement être un titre militaire, derrière lequel, dans le cas présent, se cacherait Ambrosius Aurelianus. Un Arthur brito-romain représente l'alliance de l'inspiration, du mysticisme et de l'élan celtique d'un côté, et de la raison et de la loi de Rome de l'autre, pour arrêter l'invasion des barbares sans foi ni loi. Cette alliance illustre la réconciliation des opposés incontournables pour renverser un pouvoir fondé sur la ruse, qui est l'utilisation pervertie de la raison, sur le contrôle des rêves et de l'imaginaire des populations, qui est la récupération des aspirations de l'âme, et sur la brutalité qui est l'usage illégitime de la force.
500 ans après le roi Arduino, 1000 ans après Arthur, désirant libérer l'Italie des armées germaniques de Charles Quint, Machiavel écrivit Le Prince, à l'usage d'un homme politique qui saurait être renard pour déjouer les pièges et lion pour effrayer les loups qui avaient envahi la péninsule à ce début du XVIe siècle. La fin justifie les moyens pour Machiavel, on le sait, et le mensonge est nécessaire à un bien supérieur. Ce n'est qu'ainsi, affirmait-il, qu'il serait possible de jeter dehors les barbares, fuori i barbari, les barbares suisses et allemands. Nos hommes politiques sont de rares exceptions près machiavéliens, mentant sans vergogne contre les évidences, usant de la ruse et de la force, mais la souveraineté de leur pays, contrairement aux philosophes toscans, Machiavel, ne les intéresse pas. Ils laissent le sujet aux extrêmes qu'ils ont nourris, année après année, soucieux de leur image et indifférents à une aliénation qui ne les touche pas. Et lorsqu'un pouvoir veut mater une opposition populaire ou forcer un mouvement dans son pays, il a généralement recours à un étranger ou à une structure étrangère dépourvue d'empathie dans l'action ou la répression, tout en fustigeant la fermeture au progrès, voire le racisme de ses sujets. Tout à l'heure, je parlais de Nicolas Sarkozy, qui voulait en finir avec l'exception française. On pourrait évoquer Emmanuel Macron, qui parla des Français comme de Gaulois. Et à chaque fois qu'un homme politique dit « mais peut-être qu'il faudrait respecter un petit peu, aller dans le bien des populations, hein, puisque on est en démocratie et l'État est censé être là pour mener tout le monde vers le haut par la convergence à l'intérieur de l'État des meilleures compétences. Hein. Eh bien, on parle aujourd'hui de populisme. Le populisme, c'est ce qui consisterait à opposer une population pure et une élite corrompue. Mais en fait, c'est pas aussi simple. Bien sûr que la corruption, elle est aussi au sein de chaque être humain, si on ne fait pas attention. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui gouvernent la nation, depuis longtemps, se sont vendus à des puissances de l'argent et n'amènent ni la population, ni le monde vers la justice, vers la santé, vers le droit, vers la souveraineté, vers la connaissance. Hein. Tout ça, c'est vendu à des puissances de l'argent, tout en atteste. Donc, ce n'est pas du populisme de dire ça, c'est simplement décrire des processus économiques et rappeler comment l'Union européenne n'a cessé de détruire les acquis du Conseil national de la résistance en 1945 en France. Voilà, ça, ce sont des faits qu'on peut trouver à travers l'histoire, si tant est qu'on étudie un petit peu les faits et qu'on ne se laisse pas illusionner par sa réécriture, par des médias ou des intellectuels aux ordres de ceux qui gouvernent le pays ou les universités. Le personnage brito-romain d'Arthur s'opposait à la violence de ces Saxons qui mettaient à feu et à sang l'île de Bretagne, 1000 ans avant le sac de Rome. Mais au lieu du cynisme de Machiavel justifié par l'oppression du pays, la figure idéale d'Arthur propose une union de ce que le monde celte et le monde gréco-latin ont de meilleur, l'inspiration et la raison. Alors on peut aussi citer le personnage de François Ier qui a eu une partie de son règne qui était beaucoup plus éclairée que l'autre. Hein. La première partie de son règne était meilleure que la seconde. Et lui-même, 500 ans après Arduino et 1000 ans après Arthur, il a aussi combattu Charles Quint et donc Charles Quint qui a été proclamé empereur par le Vatican et c'était aussi le roi de la Renaissance, François Ier, donc qui rejoint cette idée de renaissance de quelque chose, renaissance d'un peuple, et il a fait l'union entre le monde, entre la France et la Bretagne, et aussi quelque part l'Italie, la France et la Bretagne, donc le monde celtique, le monde gaulois, le monde méditerranéen, parce que c'est le roi donc, qui a amené la Renaissance en France. Hein. C'était le fils de Louise de Savoie, la Savoie étant une terre entre l'Italie et la France. Le revival de la Bretagne est l'ère du Verseau. Nous sommes passés donc à travers ces pages de la Méditerranée à la Bourgogne. Poursuivons vers le nord-ouest. La Bretagne française ou armorique, Armor, la mer,
en breton, connut une renaissance extraordinaire, presque inespérée dans les années 60-70, qui correspondirent à l'éveil de l'ère du Verseau. Terre unie à la couronne de France au XVIe siècle par le mariage de Claude de Bretagne avec François Ier, elle fut trahie par Louis XIV qui lui retira ses privilèges, qui pourtant étaient constitutionnels par le mariage précédent, et sombra dans la pauvreté et le mépris. La révolution verte de l'après-guerre défigura la Bretagne, l'empoisonna, dépeupla ses campagnes, faillit lui faire oublier sa langue, puis vint le revival. Glenmore, Xavier Graal, Alan Stivell, Gilles Servat et d'autres. La Bretagne se remit à parler, danser et être fière. 1972, avec renaissance de la harpe celtique et le concert à l'Olympia d'Alan Stivell, fut une année extraordinaire qui fit connaître mondialement la musique celtique. Quand on découvre la rencontre du tout jeune Alan Stivell avec la harpe que son père, déjà âgé, avait façonnée pendant des années, on se dit qu'il y avait quelque chose de messianique et de prédestiné en cela. Aujourd'hui, la Bretagne doit retrouver le feu de ces années-là, en s'ouvrant encore davantage au reste du monde, avec optimisme, sans dévoyer une culture récupérée par les faiseurs d'argent. Je ne dis surtout pas de mondialiser la Bretagne ou de vendre la Bretagne, non. Qu'elle garde son âme, son artisanat, ses traditions, sa souveraineté, et qu'elle s'ouvre toujours plus pour donner ce qui fait son génie et son message au reste du monde. Bien des lieux en Bretagne sont associés à la geste arthurienne, même si la forêt de Brocéliande ne serait pas celle de Pimpon, mais de Bréchéliande, près de Dol de Bretagne, ville où le Graal aurait été volé, selon un des récits arthuriens. Le Mont Saint-Michel. On est tout proche, à Dol de Bretagne, de l'abbaye du Mont Saint-Michel, extraordinaire cathédrale naturelle et mystique. Le mont se dresse comme un vajra, un diamant et une foudre pétrifiée sur les eaux au milieu des marées, d'une douceur et d'une force infinie, entre profondeur de la vision et élévation. Bâti sur le roc comme Jésus enjoignit à Pierre de bâtir son église. Symbolique de la renaissance carolingienne, continuation du christianisme celtique, la merveille, telle qu'on appelle le Mont Saint-Michel, fut un lieu de traduction, d'enluminure, de transmission. Il est épique et intemporel, enseignant comment le sacré se fonde physiquement sur la matière, en émerge au contact des éléments dans leur pureté première, vent, mer, soleil, rocher, vers la lumière dont l'archange Saint-Michel est l'archétype. On sent en Bretagne un esprit de notre ordre, épique, vaste, frais, plus doux, plus intime et plus puissant à la fois, plus humble et fier souvent, que son peuple doit conserver dans l'optimisme malgré tout ce qui fut. La victoire des opposants de Notre-Dame-des-Landes, malgré la lutte encore en cours, montre ce dont elle est capable, comme on le comprend en voyant danser des milliers d'hommes et femmes d'un fest-noz, en entendant quelques notes d'une harpe ou d'une bombarde. La Bretagne est la porte d'un monde celtique vivant, d'une poésie toujours présente. Outre le lien ancestral des terres celtes, beaucoup de Bretons insulaires émigrèrent vers l'Armorique, au moment des invasions anglo-saxonnes. La dernière péninsule avant le Nouveau Monde accueillit aussi nombre de réfugiés des invasions barbares à la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire là, je fais allusion au fait que des Bretons de l'île de Bretagne, c'est-à-dire de ce qu'on appellerait plus tard l'Angleterre, lorsque les Saxons commencèrent à envahir l'île au début du 5e siècle après Jésus-Christ, eh bien, se réfugièrent dans la péninsule armoricaine pour échapper à cela. C'est ce qui explique qu'il y a des dialectes communs, enfin des sous-parties de langue celtique qui sont communes et beaucoup de choses en commun entre l'Angleterre et en particulier la Cornouaille, le Devon, le Pays de Galles et la Bretagne et par exemple des Bretons des Côtes d'Armor comprennent des Gallois.
quand il parle. Hein. Donc il y a vraiment des origines communes aussi bien historiques et qui touchent aux langues, aux traditions et à un certain esprit.